Europe 1, la France bouge. La pépite. Sophie, vous avez 37 ans, c'est ça ? Oui. Cellar existe depuis 2 ans. Vous avez un parcours passionnant. C'est aussi pour ça que vous êtes parmi nous ce soir. Vous avez fait d'abord des études dans la marine marchande. Et au cours d'une expédition en Arctique, là, vous tombez amoureuse, vous découvrez une passion pour toutes ces régions du globe. Vous devenez commandante de navire d'expédition solaire à l'âge de 27 ans. Non mais c'est incroyable. Ça vous fait sourire, mais nous, on est plein d'admiration. Quand vous êtes en mer, Sophie, vous développez 2 expertises. D'abord, vous naviguez dans des environnements, ce qu'on appelle des environnements très rigoureux. Et puis, vous êtes expert dans la cartographie des zones maritimes non connues. Exactement. Dites-nous un peu. Exactement, j'ai 2 spécialités. Donc, mes grands dadas en mer, c'est la navigation dans les glaces de manière un peu hardcore. J'ai la chance d'être franco-suédoise, donc assez rapidement, je suis partie naviguer sur la flotte scandinave, qui est très experte en termes de technicité dans ce domaine-là. Et en parallèle, de naviguer sur les brise-glaces d'État pour des missions de sciences et de commerce, je commandais aussi des navires d'expédition polaire en Arctique, et c'est là où j'ai découvert l'esprit d'aventure et d'exploration qui reste encore vivant, puisqu'aujourd'hui, il y a des cartes marines, quand vous les ouvrez, c'est encore blanc, et il y a marqué en rouge « Uncharted Areas ». Donc, il n'y a pas de données, il n'y a pas de sonde, et c'est possiblement des endroits où personne n'a encore mis les pieds. Et là, vous ça y me allez. fascine. Et vous, ça vous fascine, et vous vous aventurez là-dedans. Et qu'est-ce qu'on y découvre alors, dans ces zones blanches ? Alors, ce qu'on y découvre, il y a toujours cette excitation de la découverte de qu'est-ce qu'il y a sous l'eau, et plus nautique, on va dire. Et une fois qu'on arrive sur les berges, là, la surprise peut être grandiose. Comme une fois, j'ai découvert un canyon, un des seuls canyons qu'il y a dans l'archipel du Svalbard en Arctique et qui n'avait pas été découvert. Comme parfois un peu plus déceptif, où ça peut être des massif un peu rocailleux sans particularité, mais c'est toujours cette soif de l'inconnu et cette espèce de vibration de se sentir explorer. Cette soif de la découverte. Vous faites ça pendant 10, 15 ans ? Ouais, depuis 10 ans. 10 ans ? Vous continuez ? Je continue parce que pour moi, c'est important de toujours garder un pied sur le terrain et de ne pas se déconnecter, surtout dans un business qui est lié à la nature, à l'expérientiel passager. Donc pour moi, ça, c'est primordial. Et ensuite, parce que j'en ai besoin, c'est vraiment là que je me ressource. Ça fait partie de vous. Donc vous êtes commandante de navire, mais vous avez toujours eu cette fibre entrepreneuriale. D'ailleurs, je crois, en 2017, vous accompagnez des créations de compagnies maritimes, et vous armez aussi des navires qui sont conçus pour des milieux extrêmes, notamment le Polar Pod de Jean-Louis Etienne. Exactement. Vous travaillez dessus. Le Polar Pod, pour qu'on comprenne tous, c'est un navire vertical qui peut aller dans ces régions inaccessibles dont vous venez de nous parler. C'est ça, ou je me trompe ? Oui, c'est ça. Alors, dans l'hémisphère sud, par contre, en Antarctique, c'est un projet qui a été initié par Jean-Louis Etienne, qui est le plus grand explorateur qu'on ait en France, et qui a pour vocation d'aller recenser un petit peu des analyses et de la science autour du CO2 capté dans cet océan, qui est la plus grand réservoir de CO2 au monde. Et j'ai eu la chance qu'il m'invite à rejoindre l'aventure comme conseiller maritime. Donc conseiller maritime, commandante, mais au fur et à mesure, vous constatez quand même que naviguer c'est bien, mais il n'empêche que la planète en prend un sacré coup. Exactement. Naviguer, c'est bien, mais ça reste frustrant d'être dans sa petite bulle à bord et de ne pas avoir de pouvoir d'action. Et c'est notamment aussi ça qui m'a incité à faire un pas dans l'entrepreneuriat. Et les 10 dernières années, j'ai pu voir l'explosion du tourisme dans ces zones polaires, en parallèle d'un accès de plus en plus simple, et avec des formats qui, en fait, abîment ces zones fragiles. Voilà, donc des formats qui abîment ces zones fragiles. Quand on sait qu'il y a des nombreuses années, on pouvait faire des expéditions encore plus engageantes avec des bateaux beaucoup plus simples. Donc là, vous vous êtes dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Je vais essayer de créer quelque chose. C'est comme ça qu'on arrive petit à petit à Cellar. Vous allez pitcher Cellar, et après, on va revenir sur le business, sur comment tout ça est né. Est-ce que vous êtes prête, Sophie, pour pitcher Cellar? Allez, top chrono, on vous écoute, c'est à vous. Alors, ça fait 10 ans que j'amène des gens dans le Grand Nord, en Arctique, et que je fais découvrir ces zones-là. Et je peux vous promettre que si je vous amène devant un ours polaire en entendant le crépitement de la glace, vous allez revenir transformé.
Le problème, comme je le disais, c'est que ce tourisme a explosé les 10 dernières années avec un tourisme qui est fait de la mauvaise manière. Donc, il m'est apparu comme une urgence de trouver une solution qui permet de continuer à découvrir ces zones-là sans les abîmer. Et pour ça, on a activé 2 choix très radicaux de manière à ce que Célars devienne la première compagnie de croisière d'expédition durable au monde. Le premier, c'est une évidence, c'est un navire responsable qui est propulsé uniquement par le vent et le soleil. Et puis, une nouvelle façon de voyager, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'itinéraire, c'est un bateau à taille humaine, 36 passagers seulement. Donc avec une attention particulière à redonner du sens à l'imprévu, à se challenger, parfois aller en dehors de ses limites, plonger dans une eau à 0 degré, aller manger avec des Inuits autour d'un feu. Tout ça, c'est redonner de l'unicité et de l'exclusivité aux expériences et aux voyages. Donc on réinvente la croisière de manière inédite pour tous et même pour ceux qui n'aiment pas la croisière. On vous a laissé au-delà de la minute, Sophie Galvagnon, parce que c'est passionnant, on peut le dire comme ça, hein, CEO de Célars. Vous en pensez quoi autour de la table? Tout le monde a le sourire autour de la table de la France Bouge ce soir. Marie-Georges. Ouais, je trouve que c'est vraiment un projet formidable. Félicitations Sophie, votre site internet est très bien fait. Donc je vous engage à aller voir le site de Célars avec les différentes formules que vous proposez, parce que vous proposez quand même des formules très différentes et on peut réserver dès à présent pour les premiers voyages qui auront lieu en 2027. 2026 même. 2026, premier voyage sur Célars. Absolument. Et quand on regarde dans votre site, alors tout est vraiment très bien expliqué. Et moi, j'ai beaucoup aimé le fait que, au moment où vous dites, vous écrivez sur le site, il n'y a pas trop de Wi-Fi. Autrement dit, il n'y en a pas. Et pas de Wi-Fi à bord parce que l'objectif, c'est de déconnecter. Bravo. Et les 10 règles du jeu, du voyage à bord, vous mettez les 10 règles du jeu et je trouve que c'est fait avec humour, mais ça explique un état d'esprit et donc vous arrivez aussi à transmettre l'état d'esprit des gens que vous avez envie d'accueillir sur vos croisières en fait. Oui, cet état d'esprit qui est donc de déconnecter et ce que vous disiez, Sophie Galvagnon, donc nouvelle façon de voyager. C'est ça exactement. En fait, l'ambition, ça a été de faire quelque chose de radicalement différent, pas juste de changer un petit peu ou de faire un petit effort, d'où certains choix qui cassent un petit peu les codes, comme de ne pas avoir de Wi-Fi. Et l'exemple du Wi-Fi, je l'ai vu à bord pendant les 10 dernières années de navigation. En fait, quand Internet a commencé à arriver, même au sein de l'équipage, ça commençait à détruire un peu cet esprit social. Alors que là-bas, c'est l'occasion. Vous avez raison, on devrait l'enlever partout. Quand on est en réunion, quand on est de famille ou d'amis. On se regarde, on se parle, on est concentré sur le présent. On n'est pas en train d'Instagrammer l'ours polaire quand on est en train de le voir, mais de profiter de le voir les yeux dans les yeux, d'entendre son souffle. Hervé Belaïch, vous êtes le président de Catlan de Catamaran. Vous aussi, je vous voyais sourire quand Sophie est en train de pitcher Célars. Votre réaction, votre regard. Incroyable. Il est ambitieux. C'est beau de voir la France qui bouge, vraiment. Parce que c'est un marché qui est français, mais qui est vraiment international. Aujourd'hui, ce que disait Sophie, c'est justement ce marché polaire, il est plutôt américain, du reste. Et là, on voit une start-up française qui se lance et qui a je sais pas comment le dire poliment, mais qui a l'envie de le faire, en fait. Ouais. Vous avez l'envie de le faire. Vous êtes là, vous êtes présente ce soir, Sophie Galvagnon. Vous êtes la patronne de Solar, donc c'est ce navire responsable. Allez voir aussi, elle a raison, Marie, d'aller vous faire un petit tour sur le site, parce que l'intérieur est magnifique. On est dans le luxe aussi, c'est vrai. C'est pas le bateau. On n'a pas l'impression qu'on va galérer alors qu'on va être dans des milieux hostiles. Absolument. Marie-Georges. Non, absolument. On a l'impression qu'on va pouvoir vivre une aventure, mais en étant parfaitement encadré, pris en charge et dans des conditions acceptables. Donc ça, là, on décarbone l'industrie et le business du tourisme à travers le bateau, parce que ce bateau, entre guillemets, il est propre. Exactement. Je dirais qu'il y a 2 leviers sur la décarbonation. Le premier, c'est celui que vous mentionnez, c'est l'outil, le bateau, qui est propulsé par la nature, par le vent et le soleil, grâce à 5 voiles rigides de 35 mètres de haut, couvertes de 2000 mètres carrés de panneaux solaires. C'est-à-dire que quand il y a du vent et du soleil, ce qui est le cas dans une large période de l'année là-haut, le navire est 100% propulsé aux énergies naturelles. Ensuite, il y a eu tout un travail sur changer les habitudes de voyage. Comme je le disais tout à l'heure, ne pas avoir d'itinéraire, ça permet d'avoir une vitesse flexible et donc de prendre les choses à l'envers, c'est-à-dire de se dire
on a tant d'énergie disponible, où est-ce qu'on peut aller, au lieu de penser qu'on a des choses qu'on peut consommer de manière illimitée. Donc sans que on ça ait d'impact. s'adapte à la nature tout le temps. Ouais, et ce qui tombe bien, c'est que c'est pile poil dans ce que ces zones vous invitent en tant qu'explorateur là-bas, c'est que vous êtes obligé de vous adapter au rythme qu'elles vous offrent si vous voulez en profiter pleinement, si vous voulez vivre cette immersion. Donc pour nous, c'était la combinaison parfaite. Et en plus de ça, comme vous parliez du slow cruising ou slow tourisme, il y a cette tendance aussi d'arrêter de vouloir aller à la course à cocher des cases et plutôt profiter du moment, plutôt que ce soit des moments de qualité et authentiques que des checklists infinies. Moi, je trouve que vous êtes unique, Sophie Galvagnan, parce que, non, mais d'abord, vous êtes, c'est dommage de le préciser, mais d'abord, vous êtes une femme. Et dans cet univers-là, ça court, il n'y en a pas beaucoup. Donc bravo pour ça. Et puis il y a cette vous mettez au service du tourisme votre expertise. Vous auriez pu rester de capitaine, commandante de navire d'expédition solaire. Vous auriez pu continuer à être à conseiller Jean-Louis Etienne et autres. Et c'est formidable. Mais là, vous le mettez à notre service, à nous tous, pour pouvoir découvrir ce que vous savez faire. Et c'est ça que je trouve aussi formidable et qui fait que ça vous rend si singulière. Ce bateau pourra accueillir combien de passagers ? 36 passagers et il y a 24 membres d'équipage, dont des scientifiques aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des passagers et des membres d'équipage, il y a aussi des programmes scientifiques. Et d'accord, donc ça pourra combiner les deux. Donc vous ne perdez pas de vue votre mission. Non, je pense que c'est important aujourd'hui de lier une utilité à la présence des navires là-haut et qu'elle soit déjà de 1, pas que touristique, et de 2, utile à l'écosystème local. Puisqu'on arrive comme visiteur et il faut... en fait, les communautés là-bas ont des besoins. Autant essayer d'y répondre et de jouer le jeu aussi et de ne pas venir simplement comme conquérant, mais plutôt comme collaborateur. Un bateau qui sera donc mis en service, enfin, si on peut le dire comme ça, en 2026. Vous avez des besoins, Sophie Galvagnan. Vous allez nous raconter. On va écouter un peu de musique d'abord, mais d'abord le financement. Une rencontre avec des entrepreneurs incroyables, Marie-Georges. Absolument. Hein, on va les citer avant d'écouter de la musique. Vous avez rencontré Sophie Julia Bijaoui et Quentin Vacher, qui sont donc de Frichti. Voilà, Frichti, et c'est eux qui sont rentrés dans cette aventure. Vous restez autour de la table de La France Bouge, on reste en mer, on va écouter un petit peu de musique, on va écouter les conseils de Marie-Georges. La mer, ça vous évoque quoi pour chacune et chacun d'entre vous? J'attends vos réponses. On va écouter les réponses aussi des passants rencontrés par Louise Morin ce matin dans les rues de Paris, mais d'abord on va écouter Christophe Willem, double jeu sur Europe 1. On n'arrête pas de parler. C'était Christophe Willem, double jeu sur Europe 1. Et à noter vos rendez-vous Europe 1. L'heure des pros, Pascal Pro et vous, c'est du lundi au vendredi de 9h à 9h30 et de 11h à 13h. 9h, 9h30, c'est en codiffusion avec CNews. Et ensuite, de 11h à 13h, on vous donne la parole. Donc, si vous souhaitez y participer, vous pouvez appeler le 01 80 20 39 21. C'est un numéro non surtaxé. Et Europe 1 vous rappellera. Europe 1, 21h, 22h, Elisabeth Assayag. Bien non, sûr. Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards. Elle bouge cette France ce soir sur Europe 1 et elle navigue, et oui, elle navigue avec Catland Catamaran. Nous sommes avec Hervé Belaïch, le président de Catland Catamaran. Nous sommes avec Sophie Galvagnan, la CIO de Cellar. Cellar, c'est un navire responsable qu'on va pouvoir visiter, enfin même pouvoir réserver c'est des expéditions, c'est des voyages, c'est quoi? On appelle ça Sophie expédition. Galvagnan. Des expéditions. C'est plus fidèle à l'esprit d'aventure, je trouve. Mais oui, fidèle à l'esprit d'aventure, parce que Cellar, c'est une nouvelle façon de voyager. Et c'est finalement ce qui nous réunit tous ce soir. Marie-Georges, vous êtes la coach ce soir sur Europe 1, responsable d'activité des conseils en développement durable au sein du cabinet Accenture. Ce qui nous réunit, c'est cette nouvelle façon de voyager. On est en train de passer à une autre ère concernant le voyage, Marie-Georges. Oui, un tourisme plus actif, un tourisme où on accepte effectivement la surprise, que tout ne
soit pas écrit d'avance. Donc je pense que oui, effectivement. C'est pas une histoire d'âge. On se disait pendant qu'on écoutait la musique, on n'est pas dans. C'est pas dédié à ceux qui ont. On rentre pas dans des cases. Moi, je trouve ce soir, ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui sont jeunes, ceux qui des cadres parisiens. Pas du tout. C'est pour tout le monde. Exactement, c'est pour tout le monde. Sophie Galvagnon. C'est pour tout le monde. Il y a beaucoup de clichés qui sont liés à l'univers maritime et en particulier celui de la croisière. D'où notre objectif, je pense, à Hervé et à nous, de réinventer les choses, de le rendre accessible à des gens qui n'auraient pas pensé en fait voyager par la mer. De cette manière. Ouais, de cette manière ou par la mer tout court. Et donc de montrer que c'est une façon incroyable de découvrir certains endroits qui, d'ailleurs, parfois, comme en Arctique, ne sont pas accessibles par la terre. Pour mener à bien ce projet, vous vous êtes entouré de 2 entrepreneurs chevronnés, Julia Bijaoui et Quentin Vacher, les fondateurs de Frichti. Là aussi, ça a été une histoire de rencontre. Peut-être que ça n'aurait pas eu lieu si ça n'avait pas été eux. C'est important de préciser. C'est, voilà, quand on monte un projet, une boîte, il y a aussi des rencontres pour tout ce qui concerne le financement. Oui, tout à fait. L'entrepreneuriat, c'est aussi et avant tout une histoire humaine. Et je suis très contente de les avoir rencontrés. Et aujourd'hui, ils participent... ils ont participé de manière entière au développement de Célar et de son identité. J'aime bien dire que ce sont les 2 hélices qui propulsent le navire si moi je suis les voiles aux commandes. Et donc, ils ont pu, grâce à leur expertise et à leur bagou d'entrepreneur, propulser l'ambition de Célar là où elle est aujourd'hui et puis surtout là où elle sera demain. Là où elle sera demain. Le prix, là, on est sur du très très haut de gamme, on peut le dire, c'est des expéditions dans des zones un peu inconnues. On sera autour de combien ? Je rappelle que c'est pour 2026. Oui, effectivement, ce sont des voyages d'expédition premium, donc on est sur des prix qui sont très premium, de 15 000 à 30 000 euros par personne selon le type et la saison. En fait, les zones polaires sont difficiles d'accès en termes de moyens financiers et donc cette cible-là est la même que pour les autres croisiéristes dans ces zones-là. Elle dure combien de temps l'expédition ? Elle dure en moyenne 10 jours. 10 jours. Et il faut aussi se rendre compte qu'un navire révolutionnaire de ce genre coûte 40% plus cher à financer. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme, si vous voulez, vous avez un chef de file dans une industrie, comme par exemple l'automobile électrique. Il a bien fallu à un moment que le premier navire soit exclusif pour ensuite être démocratisé. Une quinzaine d'années, ce sera beaucoup moins cher puisqu'on espère que ce sera démocratisé. Marie-Georges, comment pouvons-nous aider et accompagner Sophie Galvagnon pour développer cette espèce d'impact client, comme on dit ? Oui, alors, quelques petites idées. Effectivement, peut-être le site aujourd'hui est bien fait, mais je pense que ça serait intéressant d'avoir des choses, une vision peut-être un peu plus précise, un peu plus... Aujourd'hui, il y a des très jolies photos du bateau, on voit les 5 voiles dont vous parliez, mais peut-être avoir une vision plus précise du bateau, plus expérientielle. On en parlait avant l'émission, mais Accenture a fait la maquette jumeau numérique du Polarpod, qui s'appelle le iPod, donc qui permet de visiter le bateau quand on est... en restant chez soi. Et là, je pense bien que ce soit on pourrait avoir quelque chose d'un peu plus expérientiel et chose comme ça aussi. Pourquoi pas non, mais en tout cas, d'avoir quelque chose d'un peu expérientiel et puis évidemment qui sera nourri après quand il y aura eu des premiers voyageurs, des premiers explorateurs qui vont témoigner, mettre leur expérience, etc. Mais je pense que c'est un projet qui, dans un premier temps, est presque un tout petit peu communautaire, au sens, vous voyez ce que je veux dire, au sens de créer une communauté d'aventuriers, d'explorateurs qui ont vécu cette expérience et qui vont en parler. Oui, parce que c'est inconnu. Beaucoup de bouche à oreille. Et donc il faut capitaliser sur les premiers adeptes qui vont vous amener les autres clients, qui vont vous amener les clients, etc. Donc je pense qu'il faut peut-être travailler un peu cet aspect-là pour vous aider à développer la notoriété du projet. Ensuite, je me demandais en regardant le site, vous n'avez pas programmé beaucoup d'expéditions en 2026-2027. Pourquoi ce choix ? Pourquoi uniquement en Arctique, pas en Antarctique ? Alors pourquoi un seul bateau, plusieurs bateaux ? Enfin voilà, expliquez-nous un peu le modèle de scalabilité, enfin le modèle de
D'abord, je vais rebondir sur ce que vous disiez en premier, c'est-à-dire que je trouve que c'est une remarque très intéressante et on va justement essayer de développer une page technologie ou de voir comment transmettre un peu plus d'informations, puisque notre mission, elle est vraiment d'initier un shift en espérant que d'autres suivront le mouvement. Donc l'esprit de collaboration, comme vous le disiez, il est très important. Ensuite, sur les voyages, pourquoi il y en a si peu qui sont aujourd'hui dévoilés ? C'est parce que en réalité, on a 2 branches business. On a une branche de vente en B2B, c'est-à-dire qu'il y a une partie du volume qui est dédiée à de la revente par des tour opérateurs pour des privatisations ou qui n'est pas liée à la marque, exactement, des comités d'entreprise ou autres. Puis, on a nos voyages en direct sous la marque Cellar et on prend une attention particulière à travailler chacun d'eux. Vous avez dû voir qu'ils ont tous un esprit assez singulier. Certains sont avec des explorateurs, d'autres ont une activité un peu dominante, etc. Et donc, ça prend du temps de les construire et on les dévoile au fur et à mesure.